Êtes-vous bien attentif? Henri Brock, est-ce qu'il y a une montée de l'irrationalisme? Ça vous inquiète? Oui, je crois qu'à l'heure actuelle, par le relais des médias, tout ça, les faits qui avant restaient restreints à une petite zone prennent beaucoup plus d'importance. La pensée rationnelle permet d'étudier avec objectivité le réel et de se prémunir contre la crédulité et l'irrationnel. C'est du moins ce que nous pensons volontiers. Impossible de parler de parascience, d'aborder la question des croyances irrationnelles ou du complotisme, sans parler du rôle du rationalisme et de la zététique dans la mise en cause de la crédulité populaire, de la pensée magique et de la prétendue incapacité des gens à distinguer la vraie et la fausse science. Essayons de tracer un historique trop rapide des auteurs et des groupes rationalistes et zététiciens, en essayant de comprendre non pas comment ils se rangent du côté de la science, mais comment ils contribuent à mettre en place certaines manières de concevoir la science et de la distinguer d'autres pratiques qui n'en seraient pas. Commençons par dire que le rationalisme est une notion qui remonte loin et qui ne se limite pas à distinguer la vraie et la fausse science. Pendant des siècles, notamment au Moyen-Âge, le rationalisme a témoigné de la volonté de distinguer la vraie religion et les croyances populaires, ce qu'on appelait alors les superstitions. Exemple, au IXe siècle carolingien, l'Église lutte contre ceux qui croient à la sorcellerie. Vous m'avez bien entendu. Elle ne lutte pas contre les sorciers, elle lutte contre celles et ceux qui croient à la réalité de leur pouvoir. C'est le cas de l'évêque Agobard de Lyon, qui dénonce vers 840 la croyance dans la capacité qu'auraient certaines personnes de faire tomber la grêle à volonté et de ruiner les récoltes, tout cela au profit des habitants d'une mystérieuse contrée, la Magonie. Le rationalisme a donc longtemps dénoncé les croyances populaires contraires à ce qui était considéré comme la vraie religion, la vraie foi. L'association entre rationalisme et science ne pouvait pas exister à cette époque où la science, telle que nous la connaissons, telle qu'elle structure notre société et notre rapport au monde depuis le XVIIe siècle, restait en très grande partie à inventer. À la fin du XVIe siècle, on passe progressivement d'un monde défini par la religion à un monde structuré par les connaissances scientifiques. L'interprétation théologique de la réalité perd peu à peu du terrain au profit de l'idée que la nature est régie par des lois qui ne nécessitent pas l'intervention de Dieu. Au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières incarne la lutte contre des superstitions qui ne désignent plus les pratiques religieuses populaires, mais qui renvoient aux croyances qui s'écartent du savoir scientifique. Le rationalisme passe de la défense de la vraie religion à la défense de la vraie science. Ce qui ne change pas, c'est la dénonciation du peuple, des croyances populaires, la prétendue irrationalité des foules. Qu'ils soient religieux ou scientifiques, le rationalisme oppose toujours des élites capables de penser de manière rationnelle et des foules plongées dans la nuit obscurantiste. Au XIXe siècle, les vulgarisateurs scientifiques multiplient les livres sur l'histoire des croyances à la magie et à l'occulte. Le problème, c'est que les foules ne sont pas les seules à croire à des phénomènes étranges. Au tournant des 19e et 20e siècles, de nombreux physiciens ou ingénieurs recherchent de nouveaux types de rayonnement. Dans la foulée de Kepler qui avait voulu rendre l'astrologie scientifique, ou de Newton qui a passé une partie de sa vie à faire de l'alchimie, ces savants tentent de rendre scientifique le spiritisme, les sciences psychiques
l'astrologie ou la radiesthésie, quand ils ne cherchent pas à localiser l'Atlantide. Des militants rationalistes lancent, par voie de presse, des défis aux scientifiques amateurs de métapsychique, la future parapsychologie. Dans les années 1920, l'écrivain Paul Euzet dénonce les fakirs plus ou moins hindous qui se multiplient dans le sillage du spiritisme et de la fascination pour l'Orient. There are many great mediums, many great psychical researchers, investigators of all sorts. All that I can do is to be a gramophone on the subject, to go about, to meet people face to face, to try and make them understand that this thing is not the foolish thing which is so often represented, but that it really is a great philosophy and, as I think, the basis of all religious improvement in the future of the human race. Le rationalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui est inséparable de la création en 1930 de l'Union rationaliste. Créée sous l'autorité du physicien Paul Langevin, l'une des figures de la physique du début du XXe siècle, l'Union rationaliste réunit des savants prestigieux. Rapidement reconnue d'utilité publique, cette société entend répandre la pensée rationnelle et lutter contre toute forme de crédulité. Et la notion de crédulité inclut la religion. Pour les rationalistes, la séparation de l'Église et de l'État en 1905 n'a pas réglé le problème de la place toujours trop importante de la religion sur les consciences. La lutte contre la crédulité place l'Union rationaliste dans une situation délicate. La crédulité n'est pas seulement attribuée au peuple occidental. De nombreux partisans de l'instruction publique adhèrent au projet de sortir le public de l'ignorance, mais aussi à l'idée d'extraire les peuples qualifiés de sauvages de leurs pensées prélogiques. Éduquer les foules et éduquer les autres peuples sont les deux faces d'une même médaille. On l'oublie souvent, certains rationalistes ont défendu la colonisation au nom de l'idée d'émanciper les peuples non occidentaux par l'accès à l'éducation et à la rationalité, bref, à la civilisation. Après la Seconde Guerre mondiale, la dénonciation de l'irrationnel devient inséparable du souvenir des crimes nazis et de l'idée que les foules peuvent basculer dans des formes de croyances collectives susceptibles de conduire à des catastrophes, tout comme Hitler aurait soumis le peuple allemand à une sorte d'endoctrinement collectif ou d'hypnose de masse. Le mouvement rationaliste ne se limite pas à la France. Un exemple. Aux États-Unis, comme en Angleterre, les auteurs multiplient les livres pour dénoncer les croyances occultes et les fausses sciences. Après-guerre, aux États-Unis, l'écrivain scientifique Martin Gardner publie un ouvrage dénonçant les pseudosciences. Le livre passe inaperçu avant de devenir un succès de librairie lorsque Dover le réédite sous le titre Fads and Fallacies in the Name of Science. One of my early books is called Fads and Fallacies in the Name of Science. I think I wrote that in 1952. And it deals entirely with crank science. Well, I think an important thing to realize is that science is on a continuum with good science, science everybody agrees is good science over at one end, and at the other end, crank science that everybody believes is crank. For example, nobody denies that a person who argues the earth is flat is doing reputable science. And in between is where the demarcation line gets very fuzzy and there are rooms for legitimate debate. Mais le rationalisme se heurte au fait que la notion de progrès scientifique n'est pas seulement associée aux découvertes de la médecine, à l'étude des galaxies, de l'expansion de l'univers, ou à l'accès à des techniques qui améliorent l'existence. Après avoir été liée à la production des gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale, la science est désormais indissociable de la bombe atomique.
Le fait que des physiciens connus pour leur engagement rationaliste, comme Albert Einstein ou Paul Langevin, ont été étroitement associés à la mise en place des programmes de recherche sur la bombe atomique, avant d'en devenir souvent certains de leurs critiques les plus féroces, va contribuer à alimenter un débat sur le rôle de la science. Face à l'arme nucléaire, comment convaincre le public que c'est l'astrologie, la radiesthésie ou les soucoupes volantes qui constituent un danger pour la société? Au début des années 1960, le combat contre les fausses sciences prend une dimension nouvelle après la publication du Matin des magiciens et le lancement de la revue Planète, qui relie magie et science et qui sont dénoncés comme un retour en force des sciences occultes. Nous ne prétendons pas enseigner une religion, nous ne prétendons pas affirmer une doctrine. Nous émettons et nous faisons voyager le lecteur à travers une série de faits et d'hypothèses que nous émettons, que nous formulons avec une certaine modestie. Alors Jacques Bergier est plutôt le scientifique, vous seriez plutôt le métaphysicien et le rêveur, Louis Pauwels. Je voudrais savoir quelle est la part du rêve fou et de la réalité scientifique. Dans l'état actuel, personne ne peut dire ce qui est rêve fou et ce qui est vérité scientifique. Disons que les hypothèses que nous proposons sont aussi extraordinaires que celles de Pasteur avec ses microbes, que celles de Darwin avec l'évolution. Qu'elles soient aussi vraies ou qu'elles soient complètement fausses, c'est l'avenir seul qui pourra les montrer. La période qui couvre les années 1960 et les années 1970 est marquée par la multiplication de débats sur les soucoupes volantes, les visites d'extraterrestres dans le passé, le monstre du Loch Ness, l'Atlantide, le triangle des Bermudes, la parapsychologie, l'occulte ou la sorcellerie. Les éditeurs multiplient les collections de livres sur ces thèmes. Les rationalistes réagissent à cet engouement du public. Un journaliste scientifique, Michel Rouzet, crée en 1968 l'AFIS, l'Agence française pour l'information scientifique, un média qui entend faire le tri entre vraies et fausses informations sur les questions de science. Des milliers de personnes ont vu sur les plages des sirènes, c'est-à-dire des êtres à corps de poisson et à buste et à visage de femme. Il y a eu des milliers et même davantage de témoignages, dont certains, car nous étions au siècle dernier, ont été enregistrés par devant notaire. Que pensez-vous de ces témoignages et de la réalité des sirènes? En 1974, le magazine Science et Vie, le plus vieux magazine français de vulgarisation scientifique, créé en 1913, multiplie les articles dénonçant les croyances pseudo-scientifiques. Michel Rouzet en devient un collaborateur régulier. Ce mouvement en faveur de la lutte contre les pseudosciences ne se manifeste pas seulement en France. Aux États-Unis, des militants rationalistes créent au milieu des années 1970 le CSICOP, le Comité scientifique pour l'enquête sur les phénomènes prétendument paranormaux. Des groupes semblables sont créés dans de nombreux pays. CSICOP was founded in 1976 by leading scientists and skeptics the world over. Its purpose is to encourage the critical investigation of paranormal and fringe science claims, then to report the factual results of those investigations to the public. Mais revenons en France. En 1979, un intense débat accompagne la diffusion par France Culture d'un colloque qui réunit à Cordoue des scientifiques, parmi lesquels plusieurs prix Nobel, autour de l'idée que les théories de la physique quantique pourraient rejoindre certaines philosophies orientales ou permettre de justifier des disciplines comme la parapsychologie.
des membres de l'Union rationaliste, parmi lesquels se trouve l'astrophysicien Jean-Claude Péquer, décident de lancer une nouvelle structure, le CFEPP, Comité français pour l'étude des phénomènes prétendument paranormaux. Mais à l'exception d'une enquête sur les travaux d'un psychologue français qui a tenté d'établir les liens entre le ciel de naissance des sportifs et leur choix de carrière, ce CFEPP, pourtant annoncé par un grand article paru dans Le Monde, ne fera guère parler de lui par la suite. Vous avez parlé d'indignation tout à l'heure, c'est parfaitement vrai, et je voudrais d'abord vous dire que je trouve profondément choquant, d'abord, et en premier lieu, je trouve même que c'est une atteinte à la déontologie de la télévision, le titre de cette émission. La parapsychologie à l'université, c'est une rigolade. On vend des merguez à Paris, à la Halle au Vin, mais on vend de la parapsychologie à l'université de Toulouse. C'est pareil. Les personnes dont on nous a parlé ne sont pas habilitées par l'université à vendre de la parapsychologie à l'université de Toulouse. Qu'elles en fassent tant qu'on voudra. Mais il y a disons, un trucage délibéré d'affirmer, de mettre ensemble le mot parapsychologie et université. Ce sont... bon, il peut y avoir de la parapsychologie à l'université, c'est possible, mais c'est certainement microscopique, ça ne rentre pas dans le cursus, ça ne... Bon, c'est comme ça, hein. Oui. C'est un fait, c'est tout. Je voudrais simplement dire que si cette émission avait dû avoir un bon titre, on aurait pu l'appeler « L'illusion à la télévision ». Ou bien « Des oies, des fourmis et des cabots », enfin, je sais pas. C'est dans le contexte de la multiplication des débats médiatiques sur les phénomènes paranormaux qu'un physicien de l'université de Nice publie en 1985 un essai intitulé « Le paranormal, ses documents, ses hommes, ses méthodes ». Ce livre est une déclaration de guerre contre ceux qui proposent de prendre au sérieux les phénomènes paranormaux. Son auteur, Henri Brock, un ancien passionné de soucoupes volantes et d'archéologie fantastique, introduit le terme de zététique, d'un mot grec qui renvoie à la notion d'exercice du doute. Henri Brock, vous êtes auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil, Le Paranormal. Vous êtes scientifique, vous êtes physicien, vous vous intéressez de très près aux phénomènes paranormaux puisque vous étudiez depuis longtemps. Vous étiez, disons, assez curieux, favorable même. Et maintenant, alors vous êtes entré dans un scepticisme assez pointilleux et votre livre dénonce un certain nombre de ce que vous appelez des mystifications du paranormal. À mon avis, tout ce qui relève de ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux, à savoir... je sais pas moi, les torsions de cuillère par le pouvoir de la pensée, le chamanisme, tout ça, enfin c'est très très large, donc c'est tout ce qui est au-delà de la normale. Bon, moi là où je voudrais insister, c'est que souvent on dit, bon, inexpliqué, inexplicable, il faut pas franchir le pas, il y a des choses qui sont inexpliquées, il n'y a pas de choses inexplicables. Le mot de zététique va peu à peu supplanter celui de rationalisme, dont il constitue une version simplifiée, adaptée à un public qui n'a pas connu la période qui a précédé ou immédiatement suivi la guerre. Ignorant les travaux d'épistémologie ou d'histoire des sciences qui se multiplient et font évoluer la compréhension de la place des sciences dans la société, Henri Brock reprend la stratégie popularisée au début du XXe siècle par un auteur comme Paul Euzet, évoqué plus haut, qui limite le débat sur la preuve à un spectacle médiatique. En compagnie de l'illusionniste Gérard Majax et avec le soutien financier d'un scientifique belge marginal mais très riche, il lance un défi aux personnes qui prétendent détenir des pouvoirs psychiques. Au début des années 1990, Henri Brock est rejoint par d'autres militants rationalistes. Divers groupes zététiciens locaux sont créés. Le succès d'un livre coécrit par Henri Brock et le prix Nobel Georges Charpak en 2003 accroît la visibilité de la zététique. Ce livre et la création de YouTube en 2005 conduisent de plus en plus de personnes à rejoindre les rangs de ce rationalisme New Look. Les chaînes consacrées à la dénonciation des croyances irrationnelles se multiplient dans le contexte de la montée des débats sur le complotisme. Dans les années 2020, la multiplication de ces chaînes aboutit à l'éclatement du mouvement en de nombreuses chapelles qui s'opposent les unes aux autres en fonction notamment de leurs orientations politiques. Les débats autour de la question écologique conduisent de nombreux rationalistes, notamment au sein de la FIS, qui a beaucoup évolué depuis la disparition de Michel Rouzet en 2004, à se faire les avocats de grandes firmes industrielles. Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, le glyphosate, ou si vous préférez, le Roundup, l'herbicide vedette de Monsanto. On peut trouver sur Internet toutes sortes d'accusations contre le Roundup et son ingrédient actif, le glyphosate. Mais qu'en est-il vraiment?
La majorité de ces affirmations sont simplement fausses. Mais après la multiplication de révélations sur le rôle de ces firmes dans la destruction de la biodiversité et du climat, et à propos de leurs mensonges pour cacher cette réalité, ces rationalistes se retrouvent marginalisés. En 2020, une enquête décrit les liens opaques qui associent certains groupes de militants rationalistes comme l'AFIS et les industriels dans le but de nier ou de minimiser la responsabilité de ces industriels dans la crise écologique et climatique. Ce n'est pas tout. Le rationalisme associe souvent le paranormal à l'obscurantisme. La création de l'Union rationaliste était survenue dans les années 1930 dans le contexte de la lutte contre le fascisme. Il existe pourtant un rationalisme d'extrême droite. Certains idéologues comme Charles Maurras, le fondateur de l'Action française, un des plus importants mouvements politiques d'extrême droite de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, s'est toujours réclamé du rationalisme. Dans les années 1950 et 1960, un pilier de l'Union rationaliste comme Robert Imbert-Nergal est connu pour le soutien qu'il apporte à la nouvelle droite, l'extrême droite intellectuelle, qui va susciter un important débat à la fin des années 1970. Créé en 1993, le premier cercle zététique est présidé par un militant royaliste proche du Front National, qui finit par défendre des thèses négationnistes. Rappelons que le négationnisme est une falsification de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dont les porte-paroles expliquent que les chambres à gaz nazies sont un mythe. Profitant du soutien apporté aux cercles zététiques par des prix Nobel comme Georges Charpak ou par des chercheurs reconnus comme Jean-Claude Pecker, son président se fait inviter dans de nombreuses émissions télévisées. Il inscrit le porte-parole du négationnisme en France, Robert Faurisson, comme membre d'honneur du cercle zététique avant de le présenter à l'humoriste Dieudonné, ce qui permet à ses idées d'atteindre un public jeune qui ignorait souvent leur existence. Plus récemment, certains youtubeurs zététiciens qui affirment volontiers ne pas faire de politique se sont affichés en compagnie d'autres youtubeurs ouvertement d'extrême droite, en fustigeant à l'occasion le wokisme. Certaines figures du rationalisme, tant aux États-Unis qu'en France, s'opposent ouvertement au combat des féministes ou de certaines minorités au nom d'une essentialisation des questions de genre. Ces rationalistes, et notamment le biologiste américain Richard Dawkins, en viennent, sous couvert de science, à soutenir des idées réactionnaires, ce qui a fini par susciter des débats au sein des réseaux de zététiciens. Comment conclure ? Le principal problème soulevé par le rationalisme et par la zététique tient au fait que la rationalité ne renvoie pas à la raison, mais à une opposition entre des élites et des foules. Ou plus exactement, le rationalisme associe la raison à certains individus et l'irrationnel aux autres, comme on le voit dans le cas des prétendus paysans superstitieux au Moyen-Âge ou des foules tout aussi prétendument irrationnelles aujourd'hui. Je suis surpris parce que je croyais savoir que les ovnis, en tout cas les ovnis qui viennent voir les braves gens, sont très timides et ils ont tendance à choisir les régions rurales un peu désertiques. Alors il ne doit pas y avoir foule d'universitaires dans ces coins-là. Il doit y avoir plus de paysans. Le rationalisme présuppose donc le caractère irrationnel des gens. Depuis les Lumières, le rationalisme n'a cessé de promouvoir la science, tout en entretenant une conception de cette science concentrée sur l'idée d'une pensée scientifique, d'une capacité de raisonnement scientifique, déconnectée de la réalité des opérations mises en place par les chercheurs. La science ne se résume pas à des cerveaux qui pensent mieux que d'autres. La science, ou plutôt les disciplines scientifiques, renvoient à des pratiques spécifiques. Réduire la science à la raison, à la rationalité, c'est donc avant tout interdire aux gens de comprendre ce que sont ces sciences, leurs spécificités et les différentes manières dont on peut les utiliser. Car d'un côté, cela revient à faire croire qu'il suffirait de penser droit, entre guillemets, pour être scientifique, tout en oubliant de décrire les techniques, les méthodes concrètes par lesquelles on aboutit à cette prétendue rationalité. Ce qui fait qu'au moment du verdict, celui qui a suivi les conseils en essayant de penser droit se retrouvera toujours du mauvais côté de la raison, puisqu'il aura oublié
de mobiliser les outils permettant effectivement de produire le moindre travail scientifique. Comment sortir de cette confusion entre science et rationalisme? Le plus simple est sans doute de séparer la science du rationalisme et de décrire le détail des pratiques scientifiques pour permettre au public de raccrocher la notion de science à la réalité du travail qu'elle nécessite de déployer afin d'opérer une sélection entre les disciplines qui vont dans le sens de l'intérêt général des vivants et les disciplines qui sont mobilisées dans le seul intérêt d'un petit nombre d'occidentaux qui rendent cette planète inhabitable. Et pour cela, il est important de cesser d'essentialiser la science, à travers cette idée que la science se réduirait à l'exercice d'une raison qui aurait été partout et toujours la même. Cela implique aussi de cesser d'essentialiser la nature, qui ne se réduit pas à un univers régi par des lois universelles et atemporelles, mais qui a également et avant tout une histoire. Comme l'a souvent écrit le biologiste américain Stephen Jay Gould, si on redéroule l'histoire de la vie sur Terre, les dinosaures ne disparaîtraient peut-être pas et nous n'arriverions pas à l'émergence de l'humanité telle que nous la connaissons. La vie aurait pris sans doute des formes totalement différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Le problème soulevé par le rationalisme renvoie donc moins à d'éventuelles pseudosciences qu'à des usages problématiques des sciences. La science, c'est, selon les usages que l'on en fait, la meilleure ou la pire des choses. La science peut conduire à rédiger des rapports du GIEC, à lancer l'alerte sur la catastrophe écologique et à tenter d'y apporter des solutions. Mais elle peut aussi conduire à travailler pour des firmes comme Monsanto ou Total et à rendre cette planète inhabitable. Les rationalistes et zététiciens ignorent malheureusement ces aspects. Enfin, pas toujours. Exemple. Dans les années 1970, l'historien Jean-Pierre Vernant, ancien résistant et figure incontournable de l'Union rationaliste, avait montré que les premières formes de pensée rationnelle trouvaient leur origine dans les pratiques divinatoires à Babylone, il y a 6000 ans. Vernant remettait ainsi clairement en cause le grand partage entre raison et irrationnel. Si la divination a pu participer à la création de la pensée rationnelle, c'est que l'idée d'un partage entre raison et irrationnel n'a aucun sens. Vernant montrera plus tard, en se référant aux travaux de l'anthropologue Jack Goody, que ce n'était pas la raison, mais les outils comme l'écriture qui permettaient de comprendre comment certaines sociétés avaient pu, à certains moments de leur histoire, domestiquer ce qu'on appelle improprement la pensée sauvage. L'écrit permet de stocker et de classer un grand nombre d'informations, ce qui est tout simplement impossible à la mémoire biologique. Des travaux comme ceux de Jean-Pierre Vernant pourraient nous aider à relier les sciences et l'intérêt général en nous inspirant des nombreuses manières dont les autres sociétés, humaines et non humaines, organisent leur rapport au monde et font donc, elles aussi, à leur manière, de la science et de la politique.